Bonjour. Bon, et dans cette session, à l'heure de la sieste, j'espère que vous n'allez pas dormir beaucoup. Et j'ai l'honneur grâce avant tout à M. Dandin, à tous les organisateurs. Et je viens d'une expérience de l'Espagne depuis pas mal de temps, 27 ans déjà, aux réserves marines à la petite pêche. Alors, je vais être très très précise pour vraiment vous donner ce que je crois que c'est important de notre expérience pendant ces 27 ans où on a fait de la gestion le jour à partir du ministère de la Pêche. Alors, toujours avec la pêche littorale, qui sont les demandeurs de ces réserves marines. Donc, c'est la gestion de la petite pêche qui nous a menés pour faire de réserves marines qui, le long, se sont trouvées aussi. L'autre mot que j'ai choisi, c'est des endroits de bon état environnemental. On partait avec de l'avantage parce que c'était des endroits qui avaient bonne santé et avaient de la petite pêche, qui déjà en Espagne n'est pas très fréquente, quoique le produit de la petite pêche est très, très évalué. Donc, on a commencé avec un bon état de part, mais on a commencé à faire de la gestion et on a vu tous les retours. Et c'est le troisième mot, la troisième valeur que je voudrais, et c'est aujourd'hui le jour de la science, qui est aussi important, c'est on s'est rendu compte de l'importance de la science, non pas seulement pour la gestion de la ressource halieutique, qui était au départ et dès maintenant aussi notre objectif, mais on a pu faire bien dans nos objectifs de la recherche ou bien de la recherche d'opportunités par d'autres rechercheurs. Donc, toujours, les réserves marines sont pleines, c'est une boîte à surprises. C'est un peu l'idée où la science et la gestion se donnent la main et avec toujours les stakeholders qui sont la petite pêche et après ça, il y a le tourisme. Mais c'est une longue histoire, mais je pense qu'on pourra parler tout à l'heure. Merci. Thank you for starting this, Sylvia. Merci Sylvia d'avoir lancé le débat. Nous allons alterner entre le français et l'anglais. Philippe Boucher, lui, interviendra également en anglais, il vient du Muséum d'histoire naturelle. À titre liminaire, je voulais vous dire que dans cette session, nous allons essayer de nous intéresser aux questions de savoir qui doivent nous intéresser. Nous avons deux approches. Philippe Boucher du Muséum d'histoire naturelle de Paris a une longue histoire de découverte d'espèces à travers le monde. Et moi, de mon point de vue, eh bien, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi les choses sont rares et pourquoi la nature est comme elle est. Et Sylvia apporte une autre perspective, celle des utilisateurs de ce savoir. Comment utiliser ce savoir pour les AMP? Dans votre cas, en Espagne, eh bien, vous avez mis en place tout un tas de réserves de pêche. Et donc, je reprends la question, comment utiliser ce savoir? Quel genre de savoir dont on a besoin? Et j'espère qu'il y aura des échanges enrichissants et pourquoi pas un peu de controverse sur ce sujet. Philippe, peut-être souhaiteriez-vous commencer par quelques observations? Oui. Je ne pense pas que je produis, moi, de la science et du savoir pour de la gestion. Je suis un chercheur et je crois que ce que je produis, c'est plutôt une conscience en amont de ce savoir utilisé dans la gestion. Mes mots-clés sont la découverte et l'exploration. Nous vivons dans un monde qui est saturé de mauvaises nouvelles à propos de l'environnement, la surpêche, la pollution, les marées noires, j'en passe, des pires et des plus graves encore. Et néanmoins, dans ce triste monde, eh bien, il y a une bonne nouvelle, à savoir que nous n'avons pas terminé l'exploration de la planète. Nous découvrons encore aujourd'hui des nouvelles espèces de poissons, nouveaux poissons étoiles, des nouveaux vers, etc., etc. Nous continuons de découvrir des espèces. Nous connaissons 230 000 espèces aujourd'hui qui fréquentent les océans. Et nous enrichissons cette variété de 1800 espèces supplémentaires chaque année. Nous découvrons, nommons chaque année 1800 espèces marines nouvelles. C'est énorme. Oui, certaines espèces, certaines découvertes sont spectaculaires. Des espèces comme
comme le méga requin-baleine, bon ça c'est déjà de l'histoire ancienne, mais sur les nouvelles espèces de poissons, il y a 150 à 200 nouvelles espèces de poissons qui sont découvertes chaque année. Ce matin, quelqu'un a posé la question, combien de savoir nous faut-il en plus, combien de sciences nous faut-il en plus pour gérer nos AMP? Bien sûr, on peut gérer des aires protégées sans ce savoir supplémentaire, mais le fait que nous découvrions de nouvelles espèces sur la planète à travers les océans, eh bien, ça véhicule pour moi une bonne nouvelle. Ça encourage les professionnels de la conservation et le public à se dire tout n'est pas foutu. Nous vivons dans un monde qui continue d'être merveilleux, fascinant, et où il faut découvrir des choses. Bien sûr, en ma qualité de scientifique, j'adore découvrir une espèce nouvelle, mais le message au public, le message que je voudrais vous adresser, c'est celui d'une note positive sur la beauté de la nature. Ça, c'est un voyage que beaucoup font. Quand on est jeune chercheur et qu'on va dans des parcs marins, on découvre des espèces et c'est une bonne référence, ça. Sylvia, vous avez aussi votre point de vue. Quand même, c'est le public général, et ici on a des personnes qui sont qui connaissent très bien la mer. Alors c'est l'effet spam. Ce serait merveilleux. Et tout le monde l'a. Pour moi, après 27 ans de gestion, je sais où on a des omissions importantes chez nous. C'est l'awareness, absolument. On ne fait pas assez du tout. Mais on devrait faire beaucoup plus pour convaincre. Et comment on convainc aujourd'hui les gestionnaires ou les politiciens? C'est pas top-down, c'est down-up. Alors on a besoin de beaucoup d'informations de n'importe quel chemin, avec les télévisions, les Internet, absolument. Et une autre manière très importante de faire, c'est que la science, parce que c'est toujours très sexy, avoir la science à côté. Alors, ces scientifiques devraient absolument, et le font chez nous, mais pas assez, on a besoin de ressources pour faire que ce soit impossible de dire non aux réserves marines, par exemple. So isn't there a risk, though, that science can be used as a fig leaf? You're basically trying to cover up the fact that you're doing poor management through discovering some new sexy species. Is that something that you see as a problem? Compenser les manquements du management par la découverte d'espèces nouvelles. Non, ça pour moi c'est pas vraiment un souci. Une espèce de faux fuyant. Non, ça c'était le bon côté de la médaille. Le côté positif sur l'exploration et la découverte. Le revers de cette médaille, c'est que nous constatons qu'en fait, la plupart des espèces sont naturellement rares dans les écosystèmes où elles vivent. C'est une propriété générale de la biodiversité. Il y a des insectes dans la canopée, dans la forêt, que ce soit des invertébrés dans la plaine abyssale. La plupart de ces espèces qu'on trouve dans ces différents écosystèmes sont rares. Elles sont rares au moment de votre observation, à cette échelle du temps. Une expédition sur la barrière du corail, par exemple. Donc ça, c'est votre échelle d'observation. Au moment où vous allez faire l'observation. Mais est-ce que dans le fonctionnement de l'écosystème, ces espèces sont si rares? Qu'y a-t-il, en d'autres termes, une année ou 2 années sur un siècle où ces espèces deviennent des espèces clés dans le fonctionnement d'un écosystème? Nous ne le savons pas. J'utilise la tyrannie associée à l'hétérogénéité spatiale, mais j'aurais pu parler aussi de la tyrannie des espèces rares. La plupart des espèces sur la planète sont constituées de petites espèces rares. Donc il faut trouver des approches nouvelles, des espèces d'architectes, des espèces vaisseaux amérales. Toutes ces espèces ont un rôle, elles portent un message, mais nous avons cette caractéristique de la biodiversité, à savoir que la plupart des espèces sont naturellement rares. En plus de ça, il y a le phénomène de la raréfaction. Elles sont rares, mais il y a encore, elles deviennent de plus en plus. Il y a aussi la raréfaction. Voilà, c'est un autre facteur, je pense, non? So as a biologist, does this mean we should just lie down and cry and sort of give up on it? I mean, is this the conclusion you do? On se résigne. Non, ça fait partie de la beauté de la biodiversité. Il faut l'accepter. Nous avons ce monde composé d'espèces fascinantes. Moi, je suis chercheur, je fais ce boulot parce que
Comme beaucoup d'entre nous, je pense du moins, j'étais fasciné quand j'étais jeune, lorsque j'allais sur la plage. Je veux comprendre comment ça fonctionne, la reproduction, etc. Et donc ce monde des petites espèces, des espèces rares, ça fait partie de la beauté que je veux découvrir. Je pense que les gestionnaires devraient peut-être faire le papier moins joli, c'est la vigilance. On paie pour le gazoil. Chez nous, on a eu dernièrement, on a eu des dépenses qui ont été réduites. Et on a dû employer, pas tellement à la science, c'est dommage, mais à la surveillance. Et ce qui est vraiment... étant un peu écologiste, dépenser pour le gazoil, hein, c'est vraiment pas chic du tout. Mais alors on dit, on peut rester ça comme des boîtes noires, mais pendant qu'on fait de la surveillance, les choses passent hein, dans l'eau. Alors il y a des scientifiques très gentils qui doivent venir nous aider, même si on n'a pas le budget pour le payer, on doit faire la première tâche. Mais la science vient nous aider beaucoup. Maintenant, il faut que cette science soit dans les screens, partout. C'est ça ce qui manque. Oui, il faut être un peu plus. Oui, so just to say then, as I see it, enhancing our knowledge is obviously something that's desirable and exciting, and I think reverberates a lot with your broader public. However, you have to then ask yourself, how much science you need in particularly. Mais la question, je la rappelle, combien de science faut-il? Nous vivons quand même une crise économique et quel est le niveau raisonnable de savoir scientifique dans la gestion des réserves? Un chiffre? Ce qui nous manque, c'est la science de la gouvernance. Il faut être au-dessus de zéro. Il faut bien comprendre que c'est une expérience win-win. Tant que ce n'est pas trop cher, tant qu'on partage ça avec des jeunes, tant qu'il y a ces passerelles avec la science, avec souvent des budgets plus modestes que ceux que nous aimerions, et tant que nous aurons des techniques qui nous permettront de faire de la surveillance. Tant que ce sera comme ça, ce sera du win-win. Mais ce qui nous manque avant tout, ce n'est pas le savoir sur la haute mer, sur les eaux profondes, mais ce qui nous manque, c'est le savoir sur la gouvernance. Voilà. Les pêcheurs, par exemple, les pêcheurs sont très, très dynamiques, très actifs. Ils ont besoin de temps. Donc en termes de gouvernance, il faut parler de ça, il faut parler du temps, des délais. Ça aussi, c'est une science, non? Oui, on peut dire que c'est la science, d'autres vous diront que c'est de la communication, que c'est la mise en place de gouvernance, c'est un processus démocratique de négociation. En termes plus généraux, la gestion des espèces dans un parc protégé, dans une aire marine protégée. Souvent, on identifie dans une zone protégée des espèces et bien sûr, on en est fier. Mais là, il faut se demander si c'est un reflet de l'état de santé de cet écosystème. Et comment voyez-vous l'équilibre entre la protection d'un écosystème et des espèces que je qualifierais d'iconiques? Ma recherche m'a fait comprendre encore une autre chose. J'ai fait des inventaires très détaillés sur 3 sites en Nouvelle-Calédonie. Pacifique, du Sud-Ouest, c'est rien, c'est un grain de sable sur la surface de la planète. Donc 3 sites, intuitivement, avant de me déplacer, je m'étais dit, bon, ça va être sur 20 à 30 000 hectares chacun. On va trouver un peu de tout en termes d'habitat, de la prairie marine, des sables minéraux, des mangroves, etc. Un peu de tout. Ma conviction avant de partir, c'était que des espèces qui seraient rares sur l'un des sites se retrouveraient plus abondantes dans d'autres habitats ou vice-versa. Donc, en d'autres termes, quand on fait une étude superficielle, on a l'impression qu'il y a différentes compositions, mais quand on fait une étude en profondeur, eh bien, je me suis dit, les listes d'espèces seront identiques. C'est un petit peu l'acte de foi que nous faisons tous lorsque nous concevons une aire marine protégée. Donc, on délimite ces aires protégées
On a des frontières pour l'hétérogénéité de l'habitat, et puis l'acte de foi consiste à dire c'est représentatif d'une région beaucoup plus vaste. Eh bien, en 150 km entre mes sites, je n'ai eu un recoupement que de 18%. 18% seulement de recoupement des espèces. 18% seulement des espèces trouvées, on les trouve sur les 3 sites. 50% des espèces ne se retrouvent que sur un site. Ça, c'est fantastique quand on est en recherche. C'est un réservoir, un océan sans limite. On va s'y dire à explorer. Lorsque votre mission, c'est de concevoir des aires de protection représentatives, et le message est dur à avaler. Même un habitant, un site de 30 000 hectares, parfois n'a pas de représentativité régionale dans un rayon de, je sais pas moi, 500, 1000 km. Ça, c'est plutôt effrayant. Et ça, c'est un peu une façon choquante de voir les choses. Cette idée de système d'écosystème représentatif, finalement, c'est une cause perdue, c'est ce que vous dites. Et donc, il ne reste plus qu'à essayer de protéger des îles endémiques, pour ainsi dire, et nous serons obligés de renoncer à des zones plus importantes. Et compte tenu du rythme, de la cadence de destruction, nous allons donc beaucoup plus loin. Dans les eaux arctiques, bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes situations. Dans d'autres zones océaniques, ce n'est pas forcément le cas. Mais en haute mer, l'hétérogénéité est quand même très importante. Oui, c'est ça. L'exemple que je donnais, c'était un écosystème côtier complexe. Mon expérience en haute mer, en eau profonde, c'est trop profond pour être considéré comme côtier ici, mais ce n'est pas vraiment de la haute mer non plus. Entre 100 et 1200 mètres, voilà, c'est là que j'ai fait des recherches. Pour beaucoup de collègues, ce n'est pas encore vraiment de la haute mer ou des eaux très profondes. Et là, il y a d'autres facteurs troublants. C'est encore là un habitat d'espèces rares, très rares. Dans la microbiologie, l'une des découvertes des 20 dernières années, avec l'avènement du séquençage moléculaire, c'est qu'il y a tout un vaste monde de microbiologie, de microbes, de micro-organismes que nous ne suspections pas ou dont nous ne suspections pas l'existence parce que nous n'avons jamais pu les cultiver en laboratoire dans la fiole de pétri. Voilà. Et donc, ce qu'on n'arrive pas à séquencer, ça n'existe pas. C'est ce qu'on pensait avant. Et là, on a quand même ces biosphères dites rares qui se sont révélées. Alors, quand on est entre 1000 et 100 mètres de profondeur, ce sont des mollusques que l'on observe, et avec des restes post-mortem, un coquillage. De façon saisonnière ou écologique, on retrouve ces coquilles qui vous disent on était là, mais vous n'êtes pas assez intelligent pour nous trouver vivants. 2 tiers de ceux qu'on attrape entre 100 et 1000 mètres font partie de cette biosphère rare. C'est un peu effrayant, mais c'est génial. Sylvia, du point de vue du gestionnaire, comment on gère ça? Vous allez voir les pêcheurs, vous savez qu'il y a 500 mollusques différents là, qui n'existent pas le long de la côte, il faut que vous arrêtiez absolument? Ça passerait ça comme argument auprès des pêcheurs? On n'a pas tellement de problèmes dans le cas que je connais, parce que la petite pêche, normalement, on est confortable parce que souvent, c'est elle qui nous a permis souvent, ils demandent, les pêcheurs, la création, parce qu'ils ont déjà une zone qui a de la petite pêche et qui est déjà avec un bon état de santé. Normalement, c'est des zones volcaniques, il faut le dire. Chez nous, c'est toujours des volcans, presque pratiquement, des volcans, aux Canaries et aussi en Méditerranée. C'est 100 000 hectares simplement, quand on fait la somme de tout, c'est pas beaucoup, mais c'était quand même géré pendant pas mal de temps. Alors, disons qu'ils commencent à avoir, quand on a les experts de l'Institut océanographique qui sont là, ils font beaucoup de travail avec eux, mais ils sont conscients, pas tellement si c'est l'espèce, mais que leur manière de vivre qui commence à être de plus en plus difficile, ils doivent parier
vers cette sorte de figure. Et d'ailleurs, c'est ceux qui le demandent dans tous les cas. Alors, c'est un win-win experience. Chez nous, on a peut-être d'autres problèmes avec peut-être la pêche de loisirs, par exemple. Et ce retour de la science, les listes d'espèces, en plus, ça vient dans la recherche, mais ce n'est pas absolument le point d'inflexion pour faire convaincre, parce que les pêcheurs sont déjà convaincus qu'ils doivent faire une gestion. Les premiers à ne pas pêcher partout, c'est eux. Mais le reste d'activités doivent aussi. Donc même les scuba diving qui est magnifique pour connaître et dans les premiers mètres et qui a beaucoup de demandes ailleurs aussi, mais en Espagne, on réduit. Alors c'est un exemple pour moi de gouvernance en petite échelle dans des zones qui sont déjà privilégiées et où tout le monde se met plus ou moins d'accord et plus ça va, on commence à se convaincre avec des nouveaux arguments. Mais déjà au départ, on est d'accord dans la direction. Donc les espèces qui sont découvertes sont des médailles. Mais même si on n'a pas ça, on commence à aller dans cette gouvernance. Et c'est pour ça que c'est très important. Et puis là, vous dites l'état de santé. On devrait rechercher l'état de santé partout. Alors les case studies des réserves marines, c'est bon avec investissement important. Mais on devrait aussi aller ailleurs parce qu'il y a beaucoup de demandes. Et on peut faire des plans de gestion, des choses qui sont beaucoup plus extensive et pas intensive en investissement. C'est tout. Pour moi, je trouve Philippe, très do you important. have a reaction to that? Philippe, comment vous réagissez? I like to communicate on the cultural value. J'adore communiquer sur les valeurs culturelles of the new species that are discovered, des nouvelles the small and rare espèces que species. l'on What découvre, do I mean ces with espèces cultural rares. value? C'est quoi les valeurs culturelles? Je veux parler de ce monde saturé de mauvaises nouvelles quant à l'environnement, mais nous vivons également dans un monde où les gens sont fiers de leur propre culture, de leur langue, de leur particularité, de leur façon de faire la cuisine, de brasser la bière. Nous brassons la bière comme ça, et à 50 km plus loin, c'est différent. Et ça, dans un monde globalisé, ça compte énormément pour les gens. Et quand vous apportez à ces gens-là, qui se sentent menacés par la globalisation, la bonne nouvelle d'une espèce nouvelle, propre à leur territoire, c'est une bonne nouvelle. Et vous leur dites ça n'existe que chez vous, nulle part ailleurs. Ça fait partie de votre patrimoine. Cette espèce peut survivre, elle pourrait même aller jusqu'à la prochaine génération si vous vous en occupez, si vous protégez. Bien sûr, je n'y attache aucune valeur économique, mais de la même façon dont les gens sont fiers des mots qu'ils utilisent dans la communication, ils pourront être fiers de cette biodiversité sur leur territoire. Donc la découverte, l'exploration, eh bien, s'associe ici à une prise de conscience vis-à-vis du côté unique des espèces de leur territoire. Oui, c'est ce que l'on découvre de plus en plus dans de plus en plus d'endroits. Il y a ces espèces uniques, ces choses uniques, et c'est là que ça revêt tout son sens. Oui, ça c'est le bon côté de la tyrannie, de l'hétérogénéité spatiale. Il y a cette hétérogénéité spatiale, ça existe, qui veut dire que vous vivez tous à un endroit qui est unique. J'ai une autre question. La science de base par rapport au monitoring. Sur la barrière de Caraïbes, il y a une étude, et voilà ce qui est sorti sur 72 à 2012, un auteur américain sur cette barrière de corail. Près de 30 000 études ont été passées en revue faites au cours de ces 40 ans, et on observe un déclin dans les Caraïbes. Dans les années 70, on était à 50-60% de couverture en coraux. Aujourd'hui, on est à 8, 12, dans certains endroits, on est même à 1%, simplement. Donc vous avez perdu la barrière, pour ainsi dire, presque complètement. Bien sûr que dans les Caraïbes, il y a beaucoup de tourisme. Alors bon, il y a un petit peu de pêche aussi, mais
Quand on regarde toutes ces tendances, les gens diront oui, c'est aussi lié au changement climatique. Mais 15 ans plus tôt, nous n'avions pas encore de preuves du changement climatique. Il commençait à y avoir des tempêtes, des ouragans, oui. Ce qui est arrivé après, c'est quand même un signal apporté par les pêcheurs. Et là, le facteur déterminant, ça a été de voir si les gens pêchaient les herbivores ou non. La population d'herbivores a diminué à certains endroits, comme par exemple les poissons perroquets. Et quand vous les avez perdus, à cause d'un réchauffement, à cause d'un ouragan, que se passe-t-il? La barrière s'effondre et ne se recrée pas. C'est très hétérogène. Il y a des endroits où il y a même eu des améliorations et puis il y a des endroits aussi où il y a pourtant la pression de la pêche, où on pêche de plus en plus, mais où il n'y a pas le problème. Quel est le message? Si nous n'avions pas eu ce monitoring longitudinal, on ne saurait pas tout ça. On aurait eu beaucoup de théories très intelligentes des scientifiques, mais nous n'aurions pas d'explication valide, pour ainsi dire. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je suis ciblée, et alors je peux parler simplement un petit peu de ça. Mais souvent, quand on fait des considérations sur la conservation, c'est souvent ne pas trop tripoter l'écosystème et surtout revenir à ce qu'on faisait auparavant. Parce que la pêche, c'est une des activités les plus traditionnelles. Alors souvent, quand on fait du mono, alors la culture de la langoustine dans les mangroves, par exemple, c'est la quantité, c'est devenu très nouveau, c'est devenu très impactant, et on fait de monoculture. Alors, c'est pas peut-être ne rien faire, parce que ça devient ce qu'on nous a dit, si on a un endroit no take, no everything, souvent, bon, on revient peut-être il y a 5000 ans ou 10 000 ans, on ne sait pas. Mais quand on a eu des activités traditionnelles, et il y a eu un acquis aussi très important, donc évidemment la pêche, et le tourisme, on devrait se donner la main, parce que plus les personnes veulent aller et manger le poisson ou les shellfish qui sont naturels de l'endroit, avec les traditions. Et pour ça, je pense qu'il faut quand même revenir à la culture de nos ancêtres, mais peut-être une génération ou 2 générations auparavant. Et c'est acquis qui commence à se perdre. On disait les langages hier, non? On perd des langages. Et surtout dans les pays, peut-être en Espagne, on perd la culture. If I may break in there, I mean, the striking thing with the Caribbean reefs is, already in 1970, they were badly stressed. C'est qu'en 1970, c'était déjà le stress et la barrière était en très très mauvais état déjà à l'époque. En 72, avec l'ouverture du canal de Panama, il y a certainement un certain nombre de vecteurs de maladies qui sont entrés. Et ça n'est qu'avec l'avènement massif de maladies que les choses se sont compliquées. Si vous regardez les Caraïbes, c'était une mer fermée très très longtemps. Comme les indigènes ont été éradiqués par des maladies lorsque les Européens sont arrivés, il n'est pas impossible que la même chose ne se soit pas produite dans les Caraïbes. Et les habitants des Caraïbes, d'ailleurs, dans les années 40, en parlaient déjà. Les officiers de la puissance occupante disaient que la barrière était déjà très très mal gérée et disaient déjà il faut enlever les pêcheurs. Parfois on a ces idées très romantiques. On dit oui, avant c'était déjà un problème. Philippe, là-dessus? J'ai peut-être une réflexion pour terminer. J'ai commencé mon intervention ici avec de l'enthousiasme, de l'engouement. J'ai dit c'est un monde où il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais en même temps, force est de constater que nous vivons dans ce monde sous tension, sous pression, ce monde stressé où chacun travaille et œuvre pour le mieux, pour la conservation, mais en même temps, il faut savoir que je travaille pour un musée. Tous les musées ont des collections. Mon musée a des collections d'animaux, de plantes collectées en Australie au début du 19e siècle. Des espèces que l'on ne trouve plus aujourd'hui. Énormément de musées archéologiques à travers le monde sont remplis de plaques d'argile écrites en langage cunéiforme qui peuvent être lues, comprises par peut-être 3 spécialistes dans le monde. Et de plus en plus, je vois mon travail comme un explorateur
de musée, je vois ma mission dans la documentation, dans le suivi de spécimens, suivi de tissus, etc., sur les espèces qui vont probablement disparaître. Je ne veux pas maintenant trop insister sur un message négatif, mais nous ne voilons pas la face. Nous vivons dans un monde qui a non seulement ce réseau de conservatoires de plantes cultivées, mais nous prenons en plus une assurance vie et si jamais il y avait une guerre nucléaire, si jamais nous n'avions plus d'électricité, eh bien nous aurons notre assurance vie. De plus en plus, je vois mon travail non pas comme une assurance vie, mais comme une assurance pour animaux décédés. Depuis 2 siècles, le rôle, depuis 250 ans, depuis que les musées existent dans les pays développés, depuis lors, je crois que, regrettablement, malgré mon enthousiasme, malgré mon engouement, mon désir à mobiliser des gens, à s'identifier par rapport à la découverte, malheureusement, je crois, je construis des collections d'espèces disparues qui auront disparu demain. Bien, vu qu'il n'est pas très positif, Sylvia, peut-être le mot de la fin? No, let's be positive. No, I am positive, but I'm not optimistic. Well, let's talk to, je suis positif, mais optimiste. Donc soyons positifs. Allez, soyons positifs. Vous savez, il y a les jeunes, les enfants, les programmes scolaires, les programmes universitaires. Hier, on en parlait. Un enfant, aujourd'hui, à qui on apprend ces choses à l'école, va jouer un rôle important. On en parlait hier à propos du recyclage, etc. Il y a une prise de conscience qui passe par le système éducatif. Donc il y a beaucoup à faire, mais nous ne faisons pas assez. Il faut poursuivre ces efforts. Moi, je serais pessimiste si l'on faisait beaucoup de choses, mais que cela ne porte pas ses fruits. Moi, je dirais, nous n'en faisons pas assez. Donc, restons optimistes et faisons-en plus. Bien, ce sera le mot de la fin. Merci. Merci aux participants de ce panel, de cette première plénière de l'après-midi. Alors, avant de vous laisser partir, j'ai 2 messages à vous faire passer. En même temps que les ateliers, il y aura des projections, des films des agences, enfin du réseau de partenaires des agences des aires protégées. Ça se passe à côté à partir de 15h15. Et c'est pas mal de boulot fait par ces agences. Et puis à 18h15, nous nous retrouvons ici pour le lancement de ce que WCCP vous a présenté. Et puis l'événement de la barrière de corail, où nous parlerons de l'initiative internationale pour la barrière de corail, ce qui va se recouper avec les thématiques dont nous avons parlé. Je vous souhaite une bonne après-midi. I believe in hope, but in case it fails... You're a wise man. I science always. Think of everything. Scientists think of everything. Okay, well, thank you.